Tu es passionné de l'art? Afrique Art Expo te fait découvrir les potentialités et talents des créateurs qui communiquent avec l'art dans tout son univers. Décoration maison, jardin, mode, etc. C'est une exposition vente de belles œuvres authentiques et originales empreintes d'imagination où l'art vous parle. Dans un cadre agréable, viens visiter Afrique Art Expo les 11 et 12 mai de 9h à 18h à l'entrée du village d'Abata, Axe Bégerville au carrefour Sicta à droite. Entrée libre. Afrique Art Expo au cœur de nos valeurs. Bienvenue dans le 20h de ce 9 mai. Merci de suivre RTI 1. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington aux États-Unis a été rénovée. L'édifice abrite même désormais des manifestations d'autres représentations diplomatiques sur place. Le Premier ministre ivoirien l'a visité à l'occasion de son dernier séjour américain. Au cabinet de la Première Dame ce jeudi, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants a réuni les responsables communication des structures concernées, et cela dans le but de travailler à mieux sensibiliser les populations sur les dangers liés au travail des enfants. Après les différentes crises survenues en Côte d'Ivoire, quelle contribution du Fonds de la Cour pénale internationale au profit des victimes dans le processus d'assistance? La CPI a ouvert un bureau local dans le but d'adresser une réponse additionnelle à l'assistance déjà apportée par la Côte d'Ivoire aux victimes de ces crises. Et puis en Afrique du Sud, à l'issue des élections législatives et provinciales, le dépouillement de la moitié des 23 000 bureaux de vote du pays crédite l'ANC de 56,98% des suffrages. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre ivoirien à la mine d'or d'Iti dans la zone de Zouaounien pour l'inauguration du SIL. Un important investissement de plus de 412 millions de dollars américains a été fait afin d'accroître la productivité de la mine. Elle va rapporter sur les 14 prochaines années plus de 150 milliards de francs CFA pour une production d'or qui va passer de 42 à 70 tonnes chaque année. De Zouaounien à Washington, aux États-Unis, l'ambassade de Côte d'Ivoire a été rénovée. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y a même reçu en audience plusieurs personnalités lors de son dernier séjour au pays de Donald Trump. Adama Koné. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, admiratif devant une photo de la salle de conférence de l'ambassade de Côte d'Ivoire rénovée à Washington. Il achève ainsi une visite des locaux de la représentation ivoirienne aux États-Unis en compagnie du premier responsable de la diplomatie ivoirienne dans ce pays. On est privilégié d'avoir cette ambassade à cette location qui est quand même rare et où vous avez toutes les grandes ambassades à bénéficier d'un crédit pour la rénovation. Et depuis 2 ans, nous avons eu l'opportunité de terminer, d'achever cette rénovation. Consistait aux 3 bâtiments. Vous voyez, il y a 3 bâtiments, un bâtiment central et le bâtiment de gauche qui est la chancellerie et aussi le bâtiment de droite qui est le bâtiment technique, le bâtiment des services spécialisés. Donc la rénovation a touché à tous ces 3 bâtiments, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au 24-24 de l'avenue Massachusetts du quartier des ambassades de la capitale américaine, dans ses nouveaux habits, l'édifice a fière allure. Le Premier ministre tient à passer en revue la trentaine de bureaux pour apprécier la qualité des travaux. D'un bureau à l'autre, Amadou Gon Coulibaly trouve un mot d'encouragement pour chaque agent de l'ambassade. En leur nom, le diplomate rend hommage au chef de l'État. On propose de baptiser la salle de réception Alassane Ouattara parce que c'est lui qui a permis de la rénover. On est fiers de bénéficier de cette vision du président de la République qui a exigé que la représentation nationale ici aux États-Unis est fière à lui. D'autant plus que ce cadre nous sert de lieu de rencontre des autres confrères ambassades qui nous sollicitent pour des réunions et avec beaucoup de fierté, nous partageons cet espace. Les travaux de rénovation ont duré 2 ans. Le gouvernement ivoirien a dû débloquer 1,7 milliard de francs CFA à cet effet. Une fierté qui, selon l'ambassadeur Haïdara, en rajoute à l'honneur et au rayonnement de la Côte d'Ivoire
à l'international. Lutte contre le travail des enfants ici en Côte d'Ivoire. Comment communiquer autour du plan d'action national 2019-2021? La question est au centre d'une rencontre qui s'est tenue ce jeudi au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Mama Traoré nous en dit davantage. Échange de points de vue entre professionnels de la communication et des médias. Pour chacun des experts, l'exercice consiste à proposer une solution visant à faire un large écho des actions de lutte contre le travail des enfants. Le plus important, c'est de sensibiliser. Toute sensibilisation a pour bon résultat la vraie connaissance du problème. Il faut pouvoir mener aussi des stratégies de plaidoyer à l'endroit plutôt des décideurs, de tous ceux qui mènent les politiques et de tous ceux qui font des allocations de ressources et tout, pour que les ONG qui luttent sur le terrain justement contre ces fléaux-là, que ces ONG aient le nécessaire. Les solutions proposées par ces professionnels vont contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale de communication en matière de lutte contre le travail des enfants. Une stratégie qui va accompagner le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants qui sera mis en œuvre par le Comité national de surveillance présidé par la première dame Dominique Ouattara. Il s'agira également pour certains d'entre vous de renforcer leur connaissance sur la problématique du travail des enfants afin d'être plus réactifs face aux nouveaux défis qui contrarient la pleine réalisation de notre objectif, à savoir éliminer le travail des enfants dans notre pays. De façon pratique, le présent séminaire doit nous permettre d'harmoniser nos opinions, nos connaissances et nos points de vue sur la situation réelle du travail des enfants dans notre pays et de tirer parti de nos expériences individuelles ou collectives pour mettre en place une stratégie de communication adaptée aux exigences mondiales et capable d'influencer le cours des événements. La Côte d'Ivoire en est à son 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, après ceux exécutés entre 2012-2014 et 2014-2017. Ajouté à ces plans, l'entrée en vigueur de 2 arrêtés ministériels déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. Le président de l'Assemblée nationale a reçu la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Joséphine Charlotte Mayouma a échangé avec Amadou Soumaoro sur les rapports entre la Côte d'Ivoire et l'Union africaine avant de lui remettre un exemplaire de l'agenda 2063 de l'Union. Moussa Konaté. L'agenda 2063 de l'Union africaine est la volonté des chefs d'État et de gouvernement africains à transformer le continent en une puissance mondiale sur une période de 50 ans, allant de 2013 à 2063. Cette ambition est traduite dans ce document stratégique. La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine est venue remettre un exemplaire au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro. Le président de la République de Côte d'Ivoire étant le champion, c'est-à-dire la personnalité qui a été choisie pour porter ce document, pour œuvrer en sorte que cette feuille de route soit dans les plans de développement des pays africains. Pour le bureau de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, c'était un devoir pour nous de venir remettre cette feuille de route aux parlementaires ivoiriens afin qu'ils prennent connaissance de ces documents et qu'ils puissent accompagner le président de la République de Côte d'Ivoire dans cette noble mission. Les rapports Côte d'Ivoire-Union africaine étaient également au menu de l'entretien entre les 2 personnalités, une coopération entre le pays et l'organisation panafricaine qui se porte bien. La Fondation Didier Drogba et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique s'unissent pour promouvoir l'alphabétisation numérique à travers le projet Calan en Afrique. Un protocole d'accord a été signé entre les 2 institutions et le ministère de l'Éducation nationale. La phase pilote démarre en Côte d'Ivoire avant de s'étendre au reste du continent. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Alphabétiser 5 millions de personnes en 3 ans en Afrique et créer 13 millions d'emplois directs. Ce sont en autres les objectifs du projet Calan, une initiative lancée par la Fondation Didier Drogba en partenariat avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique.
Le partenariat conclu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise à promouvoir l'alphabétisation numérique. Aujourd'hui, le numérique est à l'heure. Tout le monde a accès à un portable. Donc, et très peu de gens lisent. C'est une méthode qui permet de toucher un plus grand nombre de populations, que ce soit dans les zones rurales, dans les grandes villes. Et c'est un programme simple où d'habitude on met à peu près 1 an et quelques mois pour être alphabétisé. Et là, en 4 mois plus précisément, on peut être alphabétisé. Selon une étude de l'UNESCO réalisée en 2014, le taux d'alphabétisation dans le monde est de 40% pour les hommes et 60% pour les femmes, la plupart vivant en zone rurale. Nous avons 43% de la population analphabète dans notre pays. Ce sont des hommes et des femmes qui apportent déjà beaucoup, mais qui auraient pu apporter davantage à la construction de notre beau pays si ces personnes, justement, avaient des connaissances et des compétences. Les apprenants pourront lire, écrire et compter sur un smartphone sans connexion Internet grâce à la méthode AMBC. Le Fonds au profit des victimes des crises ivoiriennes auprès de la CPI a ouvert un bureau local. Il s'agit d'adresser une réponse additionnelle à l'assistance des victimes des crises survenues dans le pays. Elles sont près de 3500 déjà indemnisées par l'État. Ce bureau local de la CPI, la Coalition ivoirienne pour la CPI et les associations de victimes multiplient les campagnes de sensibilisation. Le dossier politique de ce 20h est proposé par Gabriel Zani. Des rencontres comme celle qui se tient ce mardi, 23 avril, à Koumassi Campement, dans l'enceinte de cet établissement scolaire. Il y en a eu des centaines entre la COVICI, la Confédération des organisations des victimes de la crise ivoirienne, et les victimes. Voici des volets très intéressants pour lesquels... Il est aujourd'hui question d'expliquer à l'assistance l'intérêt du fonds au profit des victimes. Ce fonds-là est un programme qui ouvre dans des pays qui sont sous assistance, sous juridiction de la CPI. Il y a 3 volets. Un volet psychologique, un volet de prise en charge médicale et un volet d'activité socio-économique. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le fonds est géré par les ONG qui postulent, n'est-ce pas, et qui sont retenus. Adiaratou Kouaté fait partie des 157 000 victimes recensées et reparties entre la centaine d'associations de victimes que compte la COVICI, créée en 2013 et dont la mission est de porter la voix des victimes et de défendre leur droit à la réparation. Nous les victimes, moi personnellement, je ne fais rien, je vends les pagnes, mais après la guerre, j'ai tout perdu. Donc, ils vont nous aider, c'est ce fonds-là qu'on attend qui va vraiment nous aider beaucoup. Elle attend avec impatience l'appui du fonds au profit des victimes. Une assistance dont le premier volet à hauteur de 500 millions de francs CFA sera affecté à des projets communautaires. À environ 33 km de Koumassi, Yopougon, Angéline Biakpa et Hubert Bosson vivent au quartier Sidessis à Guidiba. Chacun a été victime du pillage dans les violences post-électorales. Ce fonds, vraiment, il est le bienvenu parce que à l'heure où je suis, j'ai tout perdu. Avant, je ne faisais pas les jeux, mais la force des choses a fait que je suis obligée de faire les jeux pour pouvoir subvenir à mes besoins. Nous sommes en association, nous sommes dans le marché. Si on a eu ces fonds, ça permettra d'améliorer nos commerces et ça facilitera aussi la cohésion sociale. Des projets, il n'en manque pas. Leur espoir est permis grâce au fonds au profit des victimes bientôt opérationnel. La responsable des programmes vient de s'établir à Abidjan exactement le 2 mai 2019. Le fonds au profit des victimes a été créé par le même statut qui a créé la Cour pénale internationale. Et le fonds a 2 mandats. Il a un mandat de réparation et un mandat d'assistance. Le mandat de réparation est lié directement aux activités judiciaires de la Cour et n'est activé qu'en cas de condamnation. Le mandat d'assistance, lui, est indépendant des procédures judiciaires et vise à apporter une assistance aux victimes des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Le fonds au profit des victimes
est une institution indépendante auprès de la Cour pénale internationale. Il travaille activement avec le gouvernement. Nous travaillons côte à côte. Compte tenu du nombre de victimes et compte tenu de l'importance des préjudices, et donc le fonds va intervenir en complémentarité avec les activités et les programmes existants du gouvernement. Avant le fonds au profit des victimes, il y a eu le bureau local de la CPI dont les portes ont été ouvertes en 2012. Et en 2013, la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome de la CPI. La Cour a à peine 15 ans de fonctionnement. En 15 ans, la Cour a démontré qu'elle peut rendre justice. Il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, il y a eu aussi des acquittements. Mais surtout, il faut le souligner, la Cour a montré que elle est capable, de par son travail, de rendre justice aux victimes. Mais c'est des dizaines de milliers dans plusieurs pays de victimes qui ont pu bénéficier soit de réparations ou d'assistance dans le cadre des activités de la Cour. Les affaires pendantes devant la CPI ont suscité l'installation du fonds au profit des victimes à Abidjan, mais pas que. Les campagnes de sensibilisation de la représentation locale de la CPI aussi. L'objectif étant de toucher les 31 régions du pays. Cette année, donc, nous avons continué cette campagne qui avait donc commencé l'année dernière. On vient de terminer une étape, c'est Boisflé, Daloa, San Pedro, Soubré. Donc, pour aller vers les populations, rencontrer les leaders d'opinion, les leaders communautaires, donc échanger autour de ces processus judiciaires, mais surtout leur expliquer c'est quoi les mécanismes de fonctionnement de la Cour, pourquoi la Cour a été créée, quels sont les modes de saisine, quels sont les organes qui constituent la Cour. Des activités dont le résultat est d'aboutir à la cohésion sociale pour la non-répétition des violences. Durant des années, la coalition ivoirienne pour la CPI a fait du changement des mentalités son cheval de bataille. On a fait le tour de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pendant la crise. Au moment où le pays mettait 10 ans d'eux, dans la crise, pour sensibiliser les populations, pour que plus jamais ce qui s'est passé ne puisse se produire et qu'il n'y ait pas de vengeance au niveau des victimes. Aujourd'hui, le fonds au profit des victimes est un facteur important pour redorer l'image de la CPI, car tout comme les habitudes, les préjugés aussi ont la peau dure. En effet, la lutte contre l'impunité nécessite justice et réparation. Réparation déjà amorcée par le gouvernement ivoirien. À ce jour, ce sont 3 455 victimes indemnisées. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Voilà un dossier signé Gabriel Zani sur le fonds au profit des victimes des crises ivoiriennes auprès de la CPI. Les lauréats de la première édition du prix du meilleur DAF sont connus. Le grand vainqueur se nomme Doumbia Ibrahima, directeur administratif et financier du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce test d'évaluation vise à donner plus d'efficacité à la dépense publique. Mahama Traoré. Il a obtenu une moyenne de 16,57 sur 20, la plus élevée à l'issue du processus d'évaluation des directeurs administratifs et financiers DAF. Avec ses 7 ans d'expérience à cette fonction, Ibrahima Doumbia, en poste au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est donc le lauréat de la première édition du prix du meilleur DAF des ministères. Le secret, c'est l'amour du travail et surtout quand vous êtes entouré vraiment de collaborateurs compétents et engagés, vous ne pouvez qu'obtenir un tel résultat. Nous devons aller dans le sens de l'excellence, ce qui va demander encore aux uns et aux autres de se surpasser. Parce que le chef de l'État attend beaucoup de nous. Alpha Draman Sanogo, DAF du ministère de l'Éducation nationale, et Abdraman Dao, DAF du ministère de la Culture et de la Francophonie, obtiennent respectivement la 2e et la 3e place du classement. 40 administrateurs financiers de la dépense publique étaient en compétition pour cette première édition. Le test d'évaluation piloté par la Direction générale du budget et des finances a pris en compte 4 critères, à savoir l'élaboration du budget, son exécution, la régularité de la dépense et la capacité organisationnelle du DAF. Je voudrais surtout les engager à demeurer des DAF modèles, des agents de référence de l'État qui devront toujours mériter de la confiance qui a été placée en eux
l'estime et le respect des Ivoiriens en général et surtout celui des usagers de nos services publics. La proclamation de ces résultats marque le début de la deuxième édition du prix du meilleur DAF, dont les lauréats seront connus à la fin de l'exercice budgétaire 2019. Dans l'actualité sanitaire, 78 cas de dengue ont été confirmés dans le district d'Abidjan. 2 personnes sont décédées malgré la vaste campagne de démoustication initiée en 2017 par les autorités sanitaires. Noussongaré et Dangui. 78 cas, dont 2 décès. C'est le bilan de l'épidémie de la dengue qui a refait surface dans le district d'Abidjan depuis le début de l'année 2019. Les communes concernées par l'épidémie sont Abobo, Cocody et Benjerville. La situation est alarmante. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique monte au créneau et recommande à la population les mesures suivantes. Vider les retenues d'eau après chaque pluie. Assécher les eaux stagnantes. Éviter de garder les récipients contenant de l'eau non couverts. Se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction de moustiques. Désherber aux alentours des maisons, surtout éviter les plantations de bananiers en agglomération ou tout autre arbre à feuilles engainantes comme l'arbre du voyageur. Maladie virale transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés appelés moustiques tigres. La dengue est une maladie qui se manifeste par plusieurs signes. Une fièvre associée ou non à des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements persistants, des douleurs aux articulations, une fatigue intense. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique invite donc les populations à éviter l'automédication et à se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre associée ou non à d'autres symptômes. En 2017, la Côte d'Ivoire était confrontée à cette même épidémie. Une vaste campagne de démoustication avait été menée par les autorités sanitaires d'alors pour endiguer sa propagation. La commune de Koumassi dispose de 13 km de bordure de lagunes. Ce site naturel est défiguré par les constructions anarchiques. Le gouverneur du district d'Abidjan propose alors des pistes de réflexion afin de valoriser la baie lagunaire de Koumassi. Didier Nguessan. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, vient s'imprégner de l'ampleur des occupations anarchiques le long de la lagune Ébrié à Koumassi. Il est accompagné par le maire de la commune, Cissé Bakongo. De la baie lagunaire du quartier Soweto au campement, en passant par les sous-quartiers d'Ivo, à Djaoui et à Clomiembla, le gouverneur a pu observer les constructions anarchiques, notamment les entrepôts, commerces et habitats de fortune. Un décor qui défigure la baie lagunaire. Pour résoudre tous ces problèmes, il y a lieu d'abord de refaire les plans de recollement, c'est-à-dire les plans d'assainissement qui existent à Koumassi pour voir comment ces réseaux se terminent dans la lagune, apporter les solutions qui s'imposent, de manière à permettre une évacuation très fluide des eaux de pluie et des eaux d'assainissement. Il faut redimensionner l'occupation des espaces au bord de la lagune de Koumassi. Imaginez un seul instant que nous mettions des restaurants, des terrains de sport, des aires de jeu. Mais Koumassi sera une commune attractive pour tout Abidjan. Le gouverneur sensibilise les habitants à avoir un comportement éco-citoyen. On demande pardon à nos parents. Ne jetez pas les ordures ménagères dans les caniveaux. Ça va empêcher l'eau de pluie de circuler et les eaux de pluie vont revenir dans les maisons. Les eaux vont stagner dans les caniveaux. Plusieurs travaux entamés par le conseil municipal de Koumassi devront à terme donner fière allure à la commune. On reste à Koumassi où un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à la casse. Pas de perte en vie humaine, mais les ferrailleurs estiment à plusieurs millions de francs CFA les dégâts matériels. Les causes de l'incendie sont encore méconnues. Salima Toudia.
La casse de Koumassi, quartier Bia Sud, sous les flammes d'un violent incendie dans la nuit du mercredi à jeudi. Le feu aurait ravagé environ 2 hectares de la casse. Alertés dans la nuit, les ferrailleurs ont assisté impuissants au drame. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Les dégâts matériels sont énormes. Hein. Il y en a plus de 120 magasins qui sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers sur les lieux depuis minuit ont réussi à circonscrire le feu au petit matin. Les secours ont été confrontés à un feu de baraque qui risquait de se propager aux bâtiments d'habitation qui sont à côté et avec les lignes de haute tension. Là. Face à cette situation-là, ils ont immédiatement établi 3 petites lances pour d'abord circonscrire le feu et ensuite le maîtriser autour de 6 heures. Installés depuis les années 80 dans cette zone à proximité des lignes de haute tension, les ferrailleurs étaient sommés par la mairie de Koumassi de libérer les lieux. Nous avons une sacrée chance. Vous savez, les flammes de l'incendie auraient pu faire fondre les lignes de haute tension, ce qui allait provoquer de nombreux dégâts et même des pertes en vies humaines. Donc, c'est des zones qui, pour l'avenir, la mairie prendra des dispositions pour que ce genre de choses ne se répète plus et que toutes ces zones qui ne doivent pas être habitées au niveau de notre commune soient des zones qui soient véritablement dégagées. En attendant de connaître les causes de l'incendie, les habitants du quartier ont commencé à plier bagages pour leur sécurité. L'intelligence artificielle et les objets connectés au cœur d'une rencontre à l'École supérieure africaine des TIC. Un moment de rencontre et d'échange des universitaires, chercheurs, ingénieurs et représentants d'entreprises. Eugène Atoubé. Blockchain, intelligence artificielle, IoT. Des termes longuement entendus lors des plénières, panels et présentations de travaux d'étudiants. Des mots techniques pour désigner 2 outils du numérique, peu ou inconnus du grand public. L'enjeu, la transformation du quotidien des populations via un cadre de collaboration. Dans les ressources en eau, dans la santé, dans les smart cities, dans le transport, dans tous ces aspects-là, comment exploiter ces nouvelles technologies pour une qualité de vie meilleure pour notre citoyen. Nous avons des algorithmes d'apprentissage qui vont pouvoir détecter les cancers, regarder les scanners et détecter les différentes maladies, faire des diagnostics. L'intelligence artificielle et l'IoT, ou plus simplement l'Internet des objets, se présentent comme solution aux problématiques de recherche de performance des entreprises. Elles sont invitées, quel que soit leur secteur d'activité, à proposer des termes de recherche pour une plus grande cohérence entre le monde académique et celui des entreprises. Qu'est-ce que le IoT pouvait apporter à l'émergence de la Côte d'Ivoire en matière de pêche, en matière d'élevage, en matière d'agriculture, en matière de commerce, d'environnement? La volonté politique est affichée. Il nous appartient à nous autres acteurs de l'université de pouvoir donc prendre en compte ces orientations, d'une part à travers donc un cadre structuré, mais ce cadre aussi a besoin de moyens. Le ZATIC, institution à vocation panafricaine, abrite en son sein une start-up qui peut s'enorgueillir d'avoir réussi la dématérialisation du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Elle travaille à investir d'autres domaines, améliorer leurs capacités opérationnelles grâce à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle. L'usage donc des TIC est tout aussi important au sein du Conseil de l'Entente. Une rencontre du Conseil a permis de plancher, entre autres, sur des projets de la construction de la tour d'entente et celui de la mise en place d'un mécanisme de sécurité. En outre, 2 projets déjà amendés par les experts au cours de la 5e réunion extraordinaire du Conseil doivent passer par la conférence des ministres pour validation. La paroisse Saint-Joseph de Bayota, dans le département de Gagnoa, a célébré un double événement, la fête du Saint-Patron et la fête de la Charité. La première dame ivoirienne a fait un don d'1 million de francs CFA. Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. La paroisse Saint-Joseph de Bayota, dans le département de Gagnoa, célèbre son Saint-Patron. Moment de réjouissance, mais aussi de charité. La marraine de cette célébration, Colette Pello-Lakpé, a remis au nom de la première dame, Dominique Ouattara, une enveloppe de 1 million de francs CFA. Un geste de charité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Une cérémonie
représente pour nous à la fois une reconnaissance à notre saint patron et notre manière de magnifier l'action des chrétiens. Ces chrétiens d'ici et d'ailleurs qui nous soutiennent au quotidien pour nos activités pastorales. Au cours de cette célébration, la marraine de la cérémonie a annoncé la visite très prochaine de la première dame dans cette localité, avant d'insister sur la nécessité pour les différentes communautés de vivre en parfaite harmonie. Jamais plus il n'y a des problèmes dans notre pays. Il faut qu'il y ait la paix. La paix, rien que la paix pour que nos parents ne courent plus dans les brousses. La paroisse Saint-Joseph de Bayota, créée en 1967, est dirigée par le révérend père Ernest Doucouré Boka. Elle pose essentiellement des actions sociales au profit des personnes vulnérables. Dans l'actualité internationale, la Commission électorale sud-africaine publie en direct et au fur et à mesure les résultats des élections législatives et provinciales. Après dépouillement de la moitié des 23 000 bureaux de vote du pays, l'ANC est créditée de 56,98% des suffrages et devrait donc conserver sa majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est tout pour ce 20h. Rendez-vous à 23h avec Kolo Koulibaly. Et demain 20h, retrouvez Marie Langoran sur RTI 1. Bonsoir.